À quoi ressemblerait un bon système de santé au Québec où les clients, mais aussi les médecins, les infirmières, le personnel soignant seraient aptes de faire leur travail puis de ne pas attendre tes 24 heures à l'urgence? Oui, 24 heures à l'urgence, c'est fou, là. C'est ahurissant quand je vois des patients qui ont, surtout des personnes âgées même, qui ont attendu 24 heures à l'urgence. C'est complètement navrant, là. C'est terrible. Alors, il faudrait évidemment que le système de santé soit plus flexible, soit plus souple. Hein, qu'on puisse répondre à la demande quand il y a une demande, qu'on soit capable d'avoir une fluidité dans le système de santé. Pour ça, ça prend des gens qui sont présents, qui sont motivés, qui sont formés. Alors, donc des conditions de travail favorables. Ça prend de l'espace pour travailler. Alors, quand on est complètement jammé ou bloqué par des patients partout, ça fonctionne pas. Alors, ça prend une vision proactive. Comme je disais tantôt, là, il faudrait avoir 1000 lits de plus dans le réseau en décembre, janvier, février, mars. On ne les a pas. Peut-être réorienter un petit peu les façons de procéder de façon à se donner cet espace de manœuvre-là qu'on n'a pas. Comme chaque hiver, la situation dans les urgences est critique. Les patients attendent plusieurs heures avant de voir un professionnel. On manque aussi de lits et de civières dans plusieurs hôpitaux. En date du 17 janvier, le taux d'occupation dans les urgences, c'est de 129 %. Dans certaines régions, c'est encore plus critique. Pour en discuter, on reçoit l'urgentologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Dr Bernard Mathieu, aussi professeur adjoint à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Bonjour. On avait été prévenu avant les fêtes par le ministre de la Santé, Christian Dubé, que la situation serait difficile dans les urgences. Docteur Mathieu, est-ce que c'est pire que d'habitude? Quel constat faites-vous sur le terrain? C'est pire que d'habitude parce que le taux d'occupation dans les urgences en moyenne au Québec est très élevé cette année. Là. On a eu des 144 % la première semaine de janvier, ce qu'on n'avait jamais vu avant. Ça, c'est vraiment incroyable. Là. Il faut pas perdre de vue que c'est un taux moyen dans les urgences au Québec. Alors, une urgence en Gaspésie qui a un taux d'occupation à 80 % va compter autant que l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui a un taux d'occupation à 140 %. Mais vous comprenez bien qu'il n'y a pas le même nombre de patients sur civière dans ces deux urgences-là. Là. Donc, pour l'expérience patient, là, c'est des urgences congestionnées qu'on a partout dans le réseau, partout où il y a une population importante, les urgences débordent complètement. Alors, est-ce que c'est pire cette année? Ben oui, il y a des virus respiratoires comme à chaque année. Là. Chaque année, le mois de janvier et février est très occupé dans les urgences à cause des virus respiratoires puis des patients qui sont malades, des patients âgés là, qui sont malades. Donc, on connaît la chanson, là, c'est comme ça chaque année. Pourquoi on revit la même situation année après année sans que rien ne change? Bonne question, parce qu'on le sait que ça va arriver. Là. C'est pas un secret de polichinelle que l'influenza frappe en hiver, le RSV frappe en hiver. Là, on a la COVID en plus, là, qui est un virus qui fonctionne à 12 mois par année. Donc, on sait que ces virus-là vont être là, mais malheureusement, on ne prépare pas le réseau pour accueillir l'afflux de patients. Donc, on répond pas à la demande, finalement. L'offre et la demande sont pas mis en équivalence. Donc, on n'accote pas la demande avec l'offre. Ce qu'il faudrait faire, c'est avoir plus de places libérées pour accueillir les gens qui ont fini leur hospitalisation pendant les mois d'hiver. Mais malheureusement, le réseau ne le fait pas. On le fait de façon partielle, mais on le fait pas de façon suffisante. Puis comment on prépare ça, justement, au mois de janvier qui va être occupé dans les hôpitaux? Bien, il faudrait, par exemple, avoir 500 lits de plus à Montréal pour accueillir des patients qui ont fini leur séjour hospitalier. Mais les CHSLD, comme vous le savez, sont aussi affichés au complet habituellement. Quoique, il y aura peut-être aussi des lits qui sont fermés qu'il faudrait ouvrir. Mais pourquoi on n'ouvre pas tous ces lits-là? Bien, il y a aussi le problème de pénurie de personnel. Mais c'est une roue, un cercle vicieux. Hein? Le personnel est sollicité, donc se fatigue, donc il y a de l'épuisement. D'ailleurs, connaissez-vous une entreprise privée qui a 8 ou 10 % de ses employés en congé long terme maladie? Moi, j'en connais pas dans l'entreprise privée. Alors, en tout cas, il y aurait un sérieux problème. Il y aurait des questionnements à se poser, dire comment ça se fait que 10 % de mes employés sont en congé de maladie. Alors, mais ça, dans le réseau de la santé, c'est normal. Mais est-ce que c'est un problème qu'il n'y a pas de solution, en fait? Ben, moi, je pense que oui, il y en a des solutions. On nous dit qu'il n'y a jamais eu autant d'infirmières dans le réseau de la santé en 2023 qu'avant. Mais où sont où?
Hein? Alors, si le réseau public n'est pas attractif, les infirmières vont travailler ailleurs. C'est certain que le temps supplémentaire obligatoire là, qui a été apparu il y a une dizaine d'années dans le réseau, c'est une catastrophe au niveau gestion. Là. Comment est-ce qu'on peut demander à des jeunes femmes surtout là, de rester au travail à 8 heures supplémentaires de force et espérer qu'elles soient satisfaites de leurs conditions de travail? C'est quelque chose qui fonctionne pas, mais malheureusement, on gère de façon toujours à court terme. Donc, on manque de personnel, ben on bouche ce trou-là. Ça crée des problèmes en cascade. C'est ça qui est malheureusement une très mauvaise habitude de gestion. On demande actuellement aux Québécois qui ne nécessitent pas de soins immédiats de ne pas se rendre à l'urgence. Mais est-ce que c'est une bonne solution, selon vous? Ben écoutez, comme je l'ai souvent dit depuis des années aussi, le problème de la congestion des urgences, c'est pas un problème de la salle d'attente. Le problème, c'est des civières. Les patients qui viennent sur civière, et même si on dit aux gens de ne pas y aller, ils vont venir quand même. Ils vont venir quand même. Puis, il faut pas perdre de vue aussi. D'ailleurs, le ministre Dubé s'est fait taper sur les doigts un petit peu par l'Association canadienne de médecine d'urgence. Il dit, ben là, c'est un mauvais message de dire aux gens de ne pas se rendre dans les urgences. Et d'ailleurs, on voit des gens qui font leur accident cérébrovasculaire à la maison, mais comme on se sont fait dire de ne pas aller à l'urgence, puis qui ont des symptômes plutôt légers, ben, ils ne se présentent pas, mais ils ont quand même fait un AVC. Alors là, il est trop tard pour intervenir quand ils se présentent finalement 2 jours après avec un déficit neurologique. Donc, le message doit être que si vous n'avez pas besoin de soins urgents, n'allez pas à l'urgence. Ça, je suis d'accord. Mais dans les gens, monsieur, madame, tout le monde, les gens ne savent pas toujours si leur problème est grave ou pas, là. Donc, je pense pas qu'il faut mettre tout le fardeau sur le client, si on veut, là. Il faudrait que le système soit mieux outillé pour faire face à une demande. Pour les gens qui doivent se rendre à l'urgence parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès à un médecin de famille, je pense à un enfant qui aura un problème, justement, l'influenza ou un trouble respiratoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Est-ce qu'ils doivent vraiment attendre 24, 28 heures à l'urgence? Il existe quand même beaucoup d'alternatives pour ce genre de clientèle-là. Il y a des cliniques sans rendez-vous qui sont ouvertes jusqu'à 22 heures. Une otite à 3 heures du matin, ça n'a pas besoin d'être soigné, une otite à 3 heures du matin. Ça peut attendre au lendemain. Là, on prend de l'Advil, on prend du Tylenol, la douleur passe et puis l'enfant peut être vu le lendemain. Donc, c'est des problèmes qui sont relativement mineurs puis qui n'ont pas besoin nécessairement d'être vus à l'urgence de façon immédiate. Là. Alors, puis il y a quand même des alternatives. Là. Je pense que le 811, bon, les patients nous disent qu'ils ont attendu 4 heures pour avoir la ligne. Bon, alors, c'est pas parfait, mais il y a des alternatives. Parce qu'on peut avoir des rendez-vous par le 811. On peut avoir des rendez-vous par le 811. Nous, on fait beaucoup de réorientation à l'urgence aussi. Les patients qui se présentent pour une condition non urgente, l'infirmière a pris ses signes vitaux, c'est un professionnel de la santé qui peut faire le triage et lui dit, bon, ben là, vous pouvez aller dans une clinique demain, votre cas ne nécessite pas votre présence ici. Là. Alors ça fonctionne aussi. Il y a des patients qui refusent, qui aiment mieux attendre à l'urgence. Ça, c'est leur choix. Vous parliez d'un problème de pénurie d'infirmières dans le système public, mais au Québec, on a 2620 médecins par million d'habitants, ce qui est quand même moins que dans le reste du Canada. Est-ce que c'est suffisant ou le problème se situe vraiment du côté des infirmières ou du reste du personnel? Bien, je pense que le réseau de la santé va de plus en plus vers une délégation des tâches. Là. Le médecin n'est pas nécessairement la seule solution là, pour donner des soins dans le système de santé. Puis je pense que ça, c'est bon. D'un autre côté, il faut se dire une chose. Tu regardais un chiffre, un nombre de médecins, là, ça ne dit pas tout. Parce qu'il y a 20 ans, quand je travaillais là, comme médecin, j'avais la possibilité de voir plus de patients que ce que je peux voir maintenant. Donc, ça a changé, la pratique médicale. Les patients sont plus âgés, sont plus malades. Je vois des patients qui viennent pas pour leur premier cancer, mais pour des complications de leur 3e cancer. Alors, tu sais, c'est des clientèles qu'on voyait pas il y a 20 ans, ça. Alors, les gens vivent beaucoup plus vieux, les troubles cognitifs, c'est lourd. Donc, c'est une clientèle qui s'est alourdie énormément. Alors ça, je pense que ça a un gros impact. L'autre impact aussi, c'est dont on n'a pas parlé initialement, c'est que la profession médicale s'est beaucoup féminisée. Alors, on avait 75 d'hommes, 25 de femmes. Maintenant, c'est l'inverse. Alors, qu'est-ce qui arrive, évidemment, quand une femme a fini son cours de médecine, elle a 25, 26, 28, 30 ans, dans ces eaux-là,
c'est aussi l'horloge biologique là, qui sonne. Hein. Puis c'est normal, c'est correct. Il faut faire des enfants. Bon, alors ça, c'est la vie de chacun qui tourne, mais forcément... Il faut prévoir ça. Il faut prévoir ça. Ça prend plus de médecins pour faire le même job. Est-ce que la réforme du système de santé du ministre Christian Dubé va changer quelque chose? Vous en avez vu passer plusieurs des réformes dans le système depuis que vous travaillez. Est-ce que vous voyez des améliorations quand même? Bien, moi, je pense que la nouveauté dans cette réforme-là, si on veut, c'est d'avoir une agence qui va sortir le politique de la santé. Moi, je trouvais ça navrant qu'à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, bien, tout d'un coup, les priorités changent, les objectifs changent, les projets changent, les gestionnaires changent. Le nombre de gestionnaires que j'ai vus, moi, occuper la même chaise là, dans ma carrière, là, c'est ahurissant. Mais à chaque fois qu'un gestionnaire change, il faut recommencer à zéro, il faut réexpliquer qu'est-ce qui se passe, il faut refaire les... En tout cas, on perd beaucoup de temps à ce jeu de chaises musicales. Alors, s'il y a un peu de stabilité dans le réseau de la santé au niveau des opérations, bien, ça va aider beaucoup. Je pense que le ministre doit quand même avoir sa responsabilité par rapport aux objectifs, à la santé de la population et tout, mais laisser faire la gestion par des gestionnaires qui vont être plus stables. Comme ça ne changera pas aux 4 ans s'il y a un changement de gouvernement. Exactement. Puis, alors moi, je pense que ça, c'est un bon point de cette réforme-là. Il faudra voir si ça va avoir l'impact désiré. M. Dubé se donne en 2025 là, pour dire qu'il va y avoir des changements. Bien, ça tombe bien, parce qu'il y a des élections l'année d'après. Alors... Puis, à quoi ressemblerait un bon système de santé au Québec où les clients, mais aussi les médecins, les infirmières, le personnel soignant seraient aptes de faire leur travail puis de ne pas attendre des 24 heures à l'urgence? Oui, 24 heures à l'urgence, c'est fou, là. C'est ahurissant quand je vois des patients qui ont, surtout des personnes âgées même, qui ont attendu 24 heures à l'urgence. C'est complètement navrant. Là, c'est terrible. Alors, il faudrait évidemment que le système de santé soit plus flexible, soit plus souple. Hein, qu'on puisse répondre à la demande quand il y a une demande, qu'on soit capable d'avoir une fluidité dans le système de santé. Pour ça, ça prend des gens qui sont présents, qui sont motivés, qui sont formés. Alors, donc des conditions de travail favorables. Ça prend de l'espace pour travailler. Alors, quand on est complètement jammé ou bloqué par des patients partout, ça fonctionne pas. Alors, ça prend une vision proactive. Comme je disais tantôt, là, il faudrait avoir 1000 lits de plus dans le réseau en décembre, janvier, février, mars. On ne les a pas. Peut-être réorienter un petit peu les façons de procéder de façon à se donner cet espace de manœuvre-là qu'on n'a pas. Quel conseil donneriez-vous aux gens qui devront se présenter ou voir un médecin, en fait, dans les prochains jours pour des problèmes mineurs? Bien, d'aller voir son médecin de famille. Premièrement. Si on n'en a pas. Si on n'en a pas. Effectivement, cette situation-là est toujours présente. Moi, je vois tellement de patients qui me disent « Ah oui, j'avais un médecin de famille, il a pris sa retraite, puis là, j'en ai plus. » Et puis là, c'est le pharmacien qui renouvelle ses prescriptions. On voit ça souvent. Alors, c'est un gros problème, parce qu'effectivement, aussi, la population des médecins vieillit. Là, mais bon, les entrées en médecine augmentent. Mais ça prend 7-10 ans pour former un médecin, là, quand même. Fait que, oui, aller voir son médecin de famille, premier choix. Deuxièmement, vérifier s'il y a une clinique sans rendez-vous là, qui peut répondre à ses besoins. Il y a aussi pas mal d'informations sur quoi faire soi-même, là, des auto-soins, des guides d'auto-soins. Ça a été bien développé pendant la COVID là, pour dire aux gens, faites ça, ça, ça. Si ça fonctionne pas, là, allez voir d'aller consulter. Fait que ça, je pense que c'est bon. Dr Google, là, comme on dit, c'est peut-être pas idéal, mais il va peut-être avoir des avancées au niveau intelligence artificielle. Quoique là, je connais pas tellement le sujet, puis ça me fait un peu peur, donc j'en parlerai pas de façon explicite, mais peut-être que l'intelligence artificielle va être mieux que les gens qui font des recherches sur Google puis qui se retrouvent avec des préoccupations qui, pour nous, professionnels de la santé, ne tiennent pas la route. Là. Des fausses peurs, là, si on veut. Donc, on essaie de voir un professionnel en dehors de l'urgence, notamment en appelant peut-être pour des problèmes mineurs. Ça, vous avez mentionné problèmes mineurs, exact. Effectivement. Mais si les symptômes
sont plus graves, Ben, on se présente quand même à l'urgence pour évidemment, éviter. c'est ça. Je pense que l'objectif, c'est d'avoir des soins, de ne pas être en danger, de ne pas se mettre à avoir des complications d'une pneumonie qui a traîné pendant 3-4 jours avant d'être finalement diagnostiqué ou soigné. Alors oui, quand les patients, moi je pense que les patients qui se sentent pas bien, tu as mal au ventre, tu sais pas ce qui se passe, ben, il faut consulter. Merci beaucoup, Dr Mathieu, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était super intéressant. Ça m'a fait plaisir.